on voit que les éléments théoriques sont les mêmes chez les physiocrates et chez leurs adversaires. Le corps des propositions fondamentales leur est commun. Toute richesse naît de la terre. La valeur des choses est liée à l'échange. La monnaie vaut comme la représentation des richesses en circulation. La circulation doit être aussi simple et complète que possible. Mais ces segments théoriques sont disposés par les physiocrates et chez les utilitaristes dans un ordre qui est inverse. Et par suite de ce jeu des dispositions, ce qui pour les uns a un rôle positif devient négatif pour les autres. Condillac, Galliani, Graslin, partant de l'échange des utilités comme fondement subjectif et positif de toutes les valeurs. Tout ce qui satisfait le besoin a donc une valeur. Et toute transformation ou tout transport qui permet de satisfaire de plus nombreux besoins constitue une augmentation de valeur. C'est cette augmentation qui permet de rétribuer les ouvriers en leur donnant prélevé sur cet accroissement l'équivalent de leur subsistance. Mais tous ces éléments positifs qui constituent la valeur reposant sur un certain état de besoin chez les hommes. Donc, sur le caractère fini de la fécondité de la nature. Pour les physiocrates, la même série doit être parcourue à l'envers. Toute transformation et tout travail sur les produits de la terre sont rétribués par la subsistance de l'ouvrier. Ils s'inscrivent dans une diminution du total des biens. La valeur ne naît que là où il y a consommation. Il faut donc, pour que la valeur apparaisse, que la nature soit douée d'une fécondité indéfinie.
tout ce qui est perçu positivement et comme en relief dans une des deux lectures est perçu en creux négativement dans l'autre. Les utilitaristes fondant sur l'articulation des échanges, l'attribution aux choses d'une certaine valeur. Les physiocrates, expliquant par l'existence des richesses le découpage progressif des valeurs. Mais chez les uns et les autres, la théorie de la valeur, comme celle de la structure dans l'histoire naturelle, lit le moment qui attribue et celui qui articule. Peut-être aurait-il été plus simple de dire que les physiocrates représentant les propriétaires foncières et les utilitaristes, les commerçants et les entrepreneurs. Que ceux-ci, par conséquent, croyant à l'augmentation de la valeur lorsque les productions naturelles se transformaient ou se déplaçaient. Qu'ils étaient, par la force des choses, préoccupés par une économie de marché, où les besoins et les désirs faisaient la loi. Que les physiocrates, en revanche, ne croyaient qu'à la production agricole et qu'ils revendiquaient pour elle une rétribution meilleure. Qu'étant propriétaires, ils attribuaient à la rente foncière un fondement naturel et que, revendiquant le pouvoir politique, ils souhaitaient être les seuls sujets soumis à l'impôt, donc porteurs des droits qu'ils confèrent. Et sans doute à travers la cohérence des intérêts, on retrouverait les grandes options économiques des uns et des autres. Mais si l'appartenance à un groupe social peut toujours expliquer que tel ou tel ait choisi un système de pensée plutôt que l'autre, la condition pour que ce système ait été pensé ne réside jamais dans l'existence de ce groupe,
Il faut distinguer avec soin deux formes et deux niveaux d'études. L'une serait une enquête d'opinion pour savoir qui au XVIIIe siècle a été physiocrate et qui a été anti-physiocrate. Quels étaient les intérêts en jeu? Quels furent les points et les arguments de la polémique? Comment s'est déroulée la lutte pour le pouvoir? L'autre consiste, sans tenir compte des personnages ni de leur histoire, à définir les conditions à partir desquelles il a été possible de penser dans des formes cohérentes et simultanées. Le savoir physiocratique et le savoir utilitariste. La première analyse relèverait d'une doxologie. L'archéologie ne peut reconnaître et pratiquer que la seconde. Part 7. Tableau général. L'organisation générale des ordres empiriques peut être maintenant dessinée dans son ensemble. On constate d'abord que l'analyse des richesses obéit à la même configuration que l'histoire naturelle et la grammaire générale. La théorie de la valeur permet en effet d'expliquer, soit par la carence et le besoin, soit par la prolixité de la nature, comment certains objets pouvant être introduits dans le système des échanges, comment par le geste primitif du troc, une chose peut être donnée pour équivalente à une autre, comment l'estimation de la première peut être rapportée à l'estimation de la seconde selon un rapport d'égalité. A et B ont la même valeur. Ou d'analogie, la valeur de A détenue par mon partenaire et à mon besoin ce qu'est pour lui la valeur de B que je possède. La valeur correspond donc à la fonction attributive qui, pour la grammaire générale, est assurée par le verbe et qui, faisant apparaître la proposition, constitue le seul premier à partir duquel il y a langage.
Mais lorsque la valeur appréciative devient valeur d'estimation, c'est-à-dire lorsqu'elle se définit et se limite à l'intérieur du système constitué par tous les échanges possibles, alors chaque valeur se trouve posée et découpée par toutes les autres. De ce moment, la valeur assure le rôle articulatoire que la grammaire générale reconnaissait à tous les éléments non verbaux de la proposition, c'est-à-dire au nom et à chacun des mots qui, visiblement ou en secret, détiennent une fonction nominale. Dans le système des échanges, dans le jeu qui permet à chaque part de richesse de signifier les autres ou d'être signifié par elles, la valeur est à la fois verbe et nom. Pouvoir de lier et principe d'analyse, attribution et découpe. La valeur dans l'analyse des richesses occupe donc exactement la même position que la structure dans l'histoire naturelle. Comme celle-ci, elle joint en une seule et même opération la fonction qui permet d'attribuer un signe à un autre signe, une représentation à un autre, et celle qui permet d'articuler les éléments qui composent l'ensemble des représentations ou les signes qui les décomposent. De son côté, la théorie de la monnaie et du commerce explique comment une matière quelconque peut prendre une fonction signifiante en se rapportant à un objet et en lui servant de signe permanent. Elle explique aussi, par le jeu de commerce, par le jeu de commerce, de l'augmentation et de la diminution de numéraire. Comment ce rapport de signes à signifier peut s'altérer sans disparaître jamais? Comment un même élément monétaire peut signifier plus ou moins des richesses? Comment il peut glisser, s'étendre, se rétrécir par rapport aux valeurs qu'il est chargé de représenter? La théorie
de prix monétaires correspondent à ce qui, dans la grammaire générale, apparaît sous la forme d'une analyse des racines et du langage d'action. Fonction et désignation. Et à ce qui apparaît sous la forme des trop et des glissements de sens. Fonction de dérivation. La monnaie, comme les mots, a pour rôle de désigner, mais ne cesse d'osciller autour de cet axe vertical. Les variations des prix sont à l'instauration première du rapport entre métal et richesse. Ce que sont les déplacements rhétoriques à la valeur primitive des signes verbaux. Mais il y a plus, en assurant à partir de ses propres possibilités la désignation des richesses, l'établissement des prix, la modification des valeurs nominales, l'appauvrissement et enrichissement des nations. La monnaie fonctionne par rapport aux richesses comme le caractère par rapport aux êtres naturels. Elles permettent à la fois de leur imposer une marque singulière et de leur indiquer une place, sans doute provisoire, dans l'espace actuellement défini par l'ensemble des choses et des signes dont on dispose. La théorie de la monnaie et des prix occupe dans l'analyse des richesses la même position que la théorie du caractère dans l'histoire naturelle. Comme cette dernière, elle joint en une seule et même fonction la possibilité de donner un signe aux choses, de faire représenter une chose par une autre, et la possibilité de faire glisser un signe par rapport à ce qu'il désigne. Les quatre fonctions qui définissent en ses propriétés singulières le signe verbal et le distinguant de tous les autres signes que la représentation peut se donner à elle-même. Se retrouvant dans la signalisation théorique de l'histoire naturelle et dans l'utilisation pratique des signes monétaires. L'ordre des richesses, l'ordre des êtres naturels s'instaurant et se découvrant dans la mesure où on établit entre les objets de besoin, entre les individus visibles, des systèmes de signes qui
permettant la désignation des représentations les unes par les autres, la dérivation des représentations signifiant par rapport au signifié, l'articulation de ce qui est représenté, l'attribution de certaines représentations à certaines autres. En ce sens, on peut dire que, pour la pensée classique, les systèmes de l'histoire naturelle et les théories de la monnaie ou du commerce ont les mêmes conditions de possibilité que le langage lui-même. Ce qui veut dire deux choses. D'abord, que l'ordre dans la nature et l'ordre dans les richesses ont, pour l'expérience classique, le même mode d'être que l'ordre des représentations tel qu'il est manifesté par les mots. Ensuite, que les mots formant un système de signes suffisamment privilégié quand il s'agit de faire apparaître l'ordre des choses, pour que l'histoire naturelle, si elle est bien faite, et pour que la monnaie, si elle est bien réglée. Fonctionnant à la manière de langage, ce que l'algèbre et à la mathématique, les signes, et singulièrement les mots, le sont à la taxonomie, constitution et manifestation évidente de l'ordre des choses. Il existe cependant une différence majeure qui empêche la classification d'être le langage spontané de la nature et les prix d'être le discours naturel des richesses. Ou plutôt il existe deux différences dont l'une permet de distinguer les domaines des signes verbaux de celui des richesses ou des êtres naturels, et dont l'autre permet de distinguer la théorie de l'histoire naturelle et celle de la valeur ou des prix. Les quatre moments qui définissent les fonctions essentielles du langage: attribution, articulation, désignation, dérivation, sont solidement liés entre eux puisqu'ils sont requis les unes par les autres à partir du moment où on a franchi avec le verbe le seuil d'existence du langage. Mais dans la genèse réelle des langues, le parcours ne se fait pas dans le même sens ni avec la même rigueur. À partir des désignations primitives, l'imagination des hommes, selon les climats où ils vivent, les conditions de leur existence, leurs sentiments et leurs passions,
les expériences qu'ils font suscitent des dérivations qui sont différentes avec les peuples et qui expliquent sans doute outre la diversité des langues, la relative instabilité de chacune. En un moment donné de cette dérivation et à l'intérieur d'une langue singulière, les hommes ont à leur disposition un ensemble de mots, de noms qui s'articulent les uns sur les autres et découpant leur représentation. Mais cette analyse est si imparfaite et les subsister tant d'imprécision et tant de chevauchement qu'avec les mêmes représentations, les hommes utilisant des mots divers et formulant des propositions différentes. Leur réflexion n'est pas à l'abri de l'erreur entre la désignation et la dérivation. Les glissements de l'imagination se multipliant entre l'articulation et l'attribution, prolifère l'erreur de la réflexion. C'est pourquoi à l'horizon peut être indéfiniment reculé du langage. On projette l'idée d'une langue universelle où la valeur représentative des mots serait assez nettement fixée, assez bien fondée, assez évidemment reconnue pour que la réflexion puisse décider en toute clarté de la vérité de n'importe quelle proposition. Parle-moi de cette langue. Les paysans pourraient mieux juger de la vérité des choses que ne font maintenant les philosophes. Un langage parfaitement distinct permettrait un discours entièrement clair. Cette langue serait en elle-même un art combinatorial. C'est pourquoi également l'exercice de toute langue réelle doit être doublé d'une encyclopédie qui définit le parcours des mots, prescrit les voies les plus naturels, dessine les glissements légitimes de savoir, codifie les relations de voisinage et de ressemblance. Le dictionnaire est fait pour contrôler le jeu des dérivations à partir de la désignation première des mots, tout comme la langue universelle est faite pour contrôler, à partir d'une articulation bien établie, les erreurs de la réflexion quand elle formule un jugement. L'art combinatoria et l'encyclopédie
se répandant de part et d'autre de l'imperfection des langues réelles. L'histoire naturelle, puisqu'il faut bien qu'elle soit une science. La circulation des richesses, puisqu'elle est une institution créée par les hommes et contrôlée par eux, doivent échapper à ces périls inhérents au langage spontané. Pas d'erreur possible entre articulation et attribution dans l'ordre de l'histoire naturelle, puisque la structure se donne dans une visibilité immédiate. Pas non plus de glissement imaginaire, pas de fausse ressemblance, de voisinage incongru qui placerait un être naturel correctement désigné dans un espace qui ne serait pas le sien, puisque le caractère est établi soit pour la cohérence du système, soit par l'exactitude de la méthode. La structure et le caractère assurant dans l'histoire naturelle. La fermeture théorique de ce qui reste ouvert dans le langage et fait naître sur ses frontières les projets d'art essentiellement inachevés. De même, la valeur qui d'estimative devient automatiquement appréciative. La monnaie qui par sa quantité croissant ou décroissant provoque mais limite toujours l'oscillation des prix, garantissant dans l'ordre des richesses l'ajustement de l'attribution et de l'articulation, celui de la désignation et de la dérivation. La valeur et les prix assurant la fermeture pratique des segments qui demeurent ouverts dans le langage. La structure permet à l'histoire naturelle de se trouver tout de suite dans l'élément d'un combinatoire et le caractère lui permet d'établir à propos des êtres et de leur ressemblance une poétique exacte et définitive. La valeur combine les richesses les unes avec les autres. La monnaie permet leur échange réel. Là où l'ordre désordonné du langage implique le rapport continu à un art et à ses tâches infinies, l'ordre de la nature est celui des richesses se manifestant dans l'existence pure et simple de la structure et du caractère, de la valeur et de la monnaie. Il faut pourtant noter que l'ordre naturel se formule dans une théorie qui vaut comme la juste
lecture d'une série ou d'un tableau réel. Aussi bien la structure des êtres est-elle à la fois la forme immédiate du visible et son articulation. De même, la caractère désigne et localise d'un seul et même mouvement. En revanche, la valeur estimative ne devient appréciative que par une transformation. Et le rapport initial entre le métal et la marchandise ne devient que peu à peu un prix sujet à variation. Dans le premier cas, il s'agit d'une superposition exacte de l'attribution et d'articulation, de la désignation et de la dérivation. Dans l'autre cas, d'un passage qui est lié à la nature des choses et à l'activité des hommes. Avec le langage, le système des signes est reçu passivement en son imperfection et seul un art peut le rectifier. La théorie du langage est immédiatement prescriptive. L'histoire naturelle instaure d'elle-même pour dessiner les êtres un système de signes. Et c'est pourquoi elle est une théorie. Les richesses sont des signes qui sont produits, multipliés, modifiés par les hommes. La théorie des richesses est liée de part en part avec une politique. Cependant, les deux autres côtés du quadrilatère fondamental demeurant ouverts. Comment peut-il se faire que la désignation, acte singulier et ponctuel, permette une articulation de la nature, des richesses, des représentations? Comment peut-il se faire d'une façon générale que les deux segments opposés du jugement et de la signification pour le langage, de la structure et du caractère pour l'histoire naturelle, de la valeur et des prix pour la théorie des richesses, se rapportant l'un à l'autre et autorisant ainsi un langage, un système de la nature et le mouvement ininterrompu des richesses. C'est là qu'il faut bien supposer que les représentations se ressemblant entre elles et se rappelant les unes les autres dans l'imagination, que les êtres naturels sont dans un rapport de voisinage et de ressemblance, que les besoins des hommes se correspondant et trouvant à satisfaire. L'enchaînement des représentations, la nappe sans rupture des êtres, la prolifération de la nature sont toujours requis pour qu'il y ait du langage, pour qu'il y ait une histoire naturelle et pour qu'il
y avoir richesse et pratique des richesses. Le continuum de la représentation et de l'être, une ontologie définie négativement comme absence de néant, une représentabilité générale de l'être, et l'être manifesté par la présence de la représentation. Tout ceci fait partie de la configuration d'ensemble de l'épistime classique. On pourra reconnaître dans ce principe de continu le moment métaphysiquement fort de la pensée du XVIIe et XVIIIe siècle, ce qui permet à la forme de la proposition d'avoir un sens effectif, à la structure de s'ordonner en caractère, à la valeur des choses de se calculer en prix, tandis que les rapports entre articulation et attribution, désignation et dérivation, ce qui fonde le jugement d'une part et le sens de l'autre, la structure et le caractère, la valeur et les prix. Définissons pour cette pensée le moment scientifiquement fort, ce qui rend possible la grammaire, l'histoire naturelle, la science des richesses. La mise en ordre de l'empiricité se trouve ainsi liée à l'ontologie qui caractérise la pensée classique. Celle-ci se trouve, en effet, d'entrée de jeu à l'intérieur d'une ontologie rendue transparente par le fait que l'être est donné sans rupture à la représentation et à l'intérieur d'une représentation illuminée par le fait qu'elle délivre le contenu de l'être.